Bonjour, c'est Michel Simès. Vous êtes sur Clic à 19h45 en direct et en clair sur Canal. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Toute la médecine que j'aime. Michel Simès, médecin. J'ai passé probablement parmi les plus belles années de ma vie là-bas. Les mots ne sont jamais les mêmes. C'est un moment tellement important, on a tellement galéré pour être médecin, 12 ans d'études. J'en ai en soi. Tout ça, ce sont des symptômes qui ne sont pas gravissimes. J'ai toute une collection de blues. Pas de facile. Si vous voulez, on va appeler le 15. Semaine. C'est l'un des médecins les plus connus de France. Il y a souvent des millions de téléspectateurs dans sa salle d'attente. Vivra tant que Un peu compliqué dans ma tête de Toubib. Bien sûr, comme tous les médecins dignes de ce nom, je suis rigoureusement tenu au secret médical. Même si t'as mal. Vous répétez ça tous les jours et ça devrait bien se passer sans en abuser. Quand même. C'est l'infirmière que je... Plus c'est long, plus c'est bon. Bienvenue dans le clip, Michel. Salut. Ça va bien? Ouais, très bien. Michel Simès, vous êtes le médecin préféré des Français. 32 ans de télévision, plus de 40 ans de médecine. C'est quoi votre métier préféré? La télé ou la médecine? C'est la médecine. Je suis médecin depuis que j'ai commencé mes études de médecine. Et j'ai eu une façon d'exercer la médecine aussi bien à l'hôpital, parce que j'ai continué jusqu'à ma retraite il y a 2 ans, qu'à la télé, qu'à la radio, que dans Dr Good aujourd'hui, mais ça reste que de la médecine. Je ne me sens que médecin. D'ailleurs, quand j'avais été nommé animateur préféré des Français, je me demandais de qui on parlait. Donc, c'est pour vous dire que Et si les Français étaient des grands malades pour vous avoir élu? Bah, ils étaient sûrement ou ils étaient des grands malades, ou ils me faisaient confiance, mais je suis tellement médecin dans ma tête que le fait d'être animateur préféré des Français, je me disais, mais est-ce qu'ils ont bien compris que j'étais médecin? Bon, après, c'est mon syndrome de l'imposteur qui me suit depuis que je suis né, mais... On va en parler. Ouais. Ah, merci docteur. Sur la présentation, on a entendu une reprise de la chanson de Johnny Hallyday, Toute la musique que j'aime, et vous avez chanté, vous, Toute la médecine que j'aime. On regarde. Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes. Quand je les dis avec ma blouse. Alors là, c'est le médecin ou le chanteur? Voilà, c'est le carabin surtout. Et en fait, j'avais fait plusieurs parodies de chansons pour ma dernière émission du magazine de la santé. Je m'étais dit, tiens, je vais déconner, je vais faire un petit cadeau. Et puis j'avais passé ça. Et je m'étais régalé. Mais c'est le côté carabin. C'est ce que je faisais en salle de garde quand j'étais interne. Mais c'est pour ça que les Français vous aiment. C'est parce que notre médecin, c'est aussi un peu le psy, c'est la personne qui rassure, c'est la personne qui vient, qui nous fait des blagues, qui nous met une tape dans le dos. Je pense que c'est ce qui a fait partie du succès du magazine de la santé, et peu modestement peut-être un peu du mien, mais je pense que c'est cette façon de parler médecine sans dramatiser et sans hésiter, alors que je me suis pris des coups de la part de mon producteur quand j'ai commencé à déconner dans le magazine de la santé. Je sortais du plateau, il me disait, Michel, tu vas arrêter de déconner parce qu'on ne peut pas parler de santé en rigolant. C'est pas possible, il y a des gens qui sont malades, qui t'écoutent, ils vont mal le prendre. Et on s'est aperçu que finalement, c'est ce que les gens cherchaient dans l'émission, apprendre des choses autour de la médecine et en même temps sourire de temps en temps. Il y a des médecins stars, des très grands cardiologues, des très grands cancérologues. Vous êtes star médecin. C'est quoi le quotidien d'une star médecin? Je pense que c'est le même quotidien que vous et c'est le quotidien de tout le monde, à part que, comme je suis médecin, je reçois une dizaine de coups de fil par jour d'amis, de gens de la télé, parfois de gens du showbiz, des acteurs, etc., qui me demandent un conseil, ils sont pas bien, ou ils veulent une adresse, ou savoir s'ils peuvent avoir un bon médecin. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que tu connais un bon cardiologue? C'est-à-dire qu'en gros, comme si j'allais leur donner un charcutier. Donc voilà, le quotidien, il est génial parce que d'abord, je continue à exercer mon métier aujourd'hui différemment, que j'ai la chance d'avoir
Mais d'avoir eu moi un par peu de exemple, mon médecin traitant, on ne le reconnaît pas dans la rue. Vous, on Non. vous reconnaît. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la rue? Alors, à chaque fois qu'on me reconnaît dans la rue, on me dit « bonjour docteur ». Et ça met une certaine distance avec les gens. Je ne suis pas footballeur, je ne suis pas chanteur, on ne me tape pas sur l'épaule. Il y a ce respect du titre, probablement, mais systématiquement, c'est « bonjour docteur » et toujours avec beaucoup de bienveillance, parce que je pense que ceux qui ne m'aiment pas, ils ne me disent pas bonjour. Et c'est toujours « bonjour docteur, merci pour ce que vous nous donnez comme info ». Mais parce que la plupart des artistes, en tout cas des grands artistes, sont très humbles et disent « moi, vous savez, je ne sauve pas des vies ». Vous pouvez sauver des vies. Oui, j'espère que j'en ai sauvé, forcément. Ouais. Après, le fantasme du médecin qui sauve des vies en sautant, voilà, j'ai eu des moments quand j'étais médecin, quand j'étais interne, où j'ai sauvé des vies. Même dans ma vie privée, j'ai sauvé ma belle-mère, pour vous dire. Racontez-moi, c'est quoi cette histoire? Elle a fait une fausse route. C'est-à-dire qu'elle s'est étouffée avec un morceau de viande et on était au restaurant et je suis allé. Et je pense que si je n'étais pas intervenu, je n'aurais plus eu de belle-mère. Ce qui m'a valu de marquer beaucoup de points avec ma femme actuelle, hein, qui est toujours ma femme d'ailleurs, qui me remercie tous les jours. Mais voilà. Si vous vous engueulez, vous dites « oublie pas que j'ai sauvé ta mère ». N'oublie pas. Surtout, n'oublie pas. Non, mais elle s'étouffait et je suis allé. Alors, il se trouve que je suis ORL, donc je connais un peu la région. J'ai fait toutes les manœuvres, la manœuvre d'Emlich, tout ce qu'on veut, et ça marchait pas. Et je suis allé j'ai rentré la main jusque-là pour aller chercher le morceau de viande. Peu de gens le savent, mais vous êtes à la retraite depuis 2021. Comment ça s'est passé, votre dernière journée à l'hôpital? Pas très bien sur le plan émotionnel, parce qu'à chaque fois que Vous savez, j'ai exercé la médecine à l'hôpital pendant 30 ans, au minimum. À chaque fois que j'allais... D'abord, j'ai très mal dormi la dernière nuit. Je savais que tout ce que j'allais faire à l'hôpital en consultation, ce serait pour la dernière fois. J'ai pris ma blouse pour la dernière fois. J'ai déposé ma blouse pour la dernière fois. D'ailleurs, je suis désolé, je l'annonce à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'ai piqué ma blouse. Je suis parti avec pour en garder un souvenir. Et je me souviens encore du dernier patient en me disant « c'est la dernière fois que tu fais ce geste ». Et il y a des patients qui sont venus me voir. J'avais envoyé une lettre à tous mes patients pour leur dire que j'arrêtais. Il y en a certains qui sont venus avec des petits cadeaux, des pots de confiture, etc. Comme à la campagne. Et c'était très émouvant. Vous la regardez des fois, cette blouse? Elle est dans mon bureau. Ouais. Et je la vois tous les jours. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle quand vous la voyez? Elle me rappelle que j'en ai vraiment chié pour y arriver. Que les études de médecine, et on l'a vu dans le portrait, sont très, très difficiles, que j'ai eu une chance incroyable d'exercer à la fois le métier en tant que médecin praticien à l'hôpital, ce que je n'ai jamais lâché, et en même temps d'avoir une patientèle de plusieurs millions de personnes quand je m'exprime à la télé. Donc, ça m'a tout apporté, la médecine, tout. Vous êtes médecin, vous avez un rapport aussi au secret. Il y a plein de secrets que vous révélez dans votre précédent livre, des choses que je ne savais pas sur vous. Moi, je ne savais pas que vous aviez eu un cancer. Alors, ce livre, Rien n'est impossible, je l'ai écrit... J'étais très réticent à l'idée de le faire. Et puis, il y a eu le Covid. Et je me suis dit, à un moment, pendant le Covid, on a eu le temps de réfléchir un petit peu, pas mal de choses concernant sa vie. Et comme je sais que les Français me font confiance sur le plan médical, je me suis dit, peut-être que j'ai traversé un certain nombre d'étapes dans ma vie qui pourraient aider. J'ai raté mon bac, je voulais faire passer le message qu'on pouvait être médecin en ayant raté son bac. C'était pas la fin du monde pour tous ceux qui allaient le rater. Et j'ai eu un cancer dont je n'ai jamais parlé. Mais quand j'ai vu les chiffres du dépistage en France, qui sont catastrophiques, il y a moins de 40% des gens qui vont faire des dépistages du côlon, de la prostate, de l'utérus, je me dis, c'est pas possible. Et donc, j'ai voulu leur dire que si aujourd'hui j'étais encore là pour écrire ce livre et leur parler, c'est parce que la médecine m'avait sauvé la vie et que c'est parce que on m'avait dépisté à temps. Quand vous l'aviez, vous l'avez caché, alors que vous étiez déjà exposé. Comment ça se passait, le quotidien? Alors, quand j'ai été opéré, j'ai eu un cancer du rein. Quand j'ai été opéré à l'hôpital, le chirurgien a été très discret, les équipes étaient discrètes, donc j'ai pas voulu que ça se sache. C'est pas parce que je voulais pas, c'était pas une question de secret, c'est que d'abord, je continuais à exercer et je me suis dit, j'ai pas envie qu'à chaque fois que je diagnostique un cancer chez un patient, ils me disent, ah bah vous savez ce que c'est, docteur. Et puis, j'avais pas envie d'être le porte-parole de tous ceux qui ont des cancers. Donc, ça s'est bien passé. Je me suis pas battu pour garder ça secret. C'est que je n'avais pas envie d'en parler. Et surtout,
Mes enfants n'étaient pas au courant, mon père n'était pas au courant, et je voulais pas. Voilà, je voulais attendre le bon moment pour leur dire, en leur disant voilà, je suis sauvé aujourd'hui, c'est fini, c'est derrière moi. Mais je voulais pas qu'ils l'apprennent comme ça par la presse. Autre passage extrêmement bouleversant dans ce livre, c'est vous raconter avoir été victime d'une agression sexuelle à l'école. Oui, enfin, c'était pas à l'école, c'était chez moi, chez mes parents. J'avais 11 ans et effectivement, le prof de maths, le jeune prof de maths qui me donnait des cours particuliers, a sorti son sexe et s'est masturbé devant moi. À 11 ans, vous n'osez pas dire quoi que ce soit. Il m'a même dit est-ce que tu veux pas me le faire? Et là, je ne sais pas comment j'ai eu la maturité à 11 ans de dire non. Et après ce cours, je suis allé voir mes parents, je leur ai dit c'est bon, je comprends tout en maths maintenant, j'ai plus besoin de cours. Ils n'ont pas très bien compris. Et mon père m'a dit après, je lui ai annoncé ça quand j'avais 18 ou 19 ans, il m'a dit t'as bien fait de pas me le dire parce que je pense que ça serait très très mal passé. Ça m'a pas... C'est traumatisant pour un gamin de 11 ans. Et évidemment qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai encore l'image en tête. Je ne crois pas que ça m'ait perturbé dans ma vie personnelle, mais voilà, oui, j'ai ce jour-là, et j'en ai parlé à personne. Personne. Mais vous en avez parlé dans un livre. Qu'est-ce que ça vous a procuré? Est-ce que ça vous a libéré? Est-ce que ça a déclenché Non, ça ne m'a pas libéré. des discussions dans la famille, avec les enfants? Oui, mais ça m'a surtout permis de... Ça fait partie de ces tranches de vie qui m'ont permis de dire aux gamins ou aux parents, soyez extrêmement vigilants. De dire aux jeunes qui vont me lire, si ça vous arrive, ne faites pas comme moi, parlez. Moi, c'est pas aller plus loin que cet épisode, ce qui en soi n'est pas dramatique, mais ça peut aller plus loin. Et qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas osé dire non? Là, effectivement, les choses auraient été un peu différentes. Bon, en tout cas, vous êtes là pour nous aider à passer 2024 en bonne santé. Vous savez, moi, je ne suis pas hypocondriaque, mais je le suis. Vous publiez ce livre, Une année 2024 en pleine forme. Votre santé jour après jour avec le docteur Michel Simès. C'est disponible aux éditions Solar. Et on va passer en revue plein de choses dans le livre. À chaque jour, une recommandation. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de l'an qui arrive? Le jour de l'an, le 1er janvier, donc... j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de ce que vous avez fait la veille, si vous avez eu une journée normale et une soirée normale. Mais comme on va tous faire des excès le 31 décembre, enfin, bon, la plupart des gens, des excès alimentaires, si on ne conduit pas, on va peut-être boire un peu plus que d'habitude. On est tous, quand on a fait des excès la veille, pas très bien le lendemain. Donc il faut juste... C'est un principe de vie et d'hygiène de vie. Quand vous faites des excès, que ce soit le 31 décembre ou un autre moment de la vie, il faut que le lendemain ou le surlendemain, vous compensiez et que vous équilibriez ces excès. Donc le lendemain, vous faites un peu gaffe. C'est pas la peine de se dire je vais traiter mon mal de tête par de l'alcool. Ça, c'est des conneries. On mange léger le lendemain, on le sait bien. Dans les choses importantes pour passer une bonne année 2024 en bonne santé, vous dites qu'il faut apprendre à bien respirer. Oui. Alors, la respiration, on parle beaucoup de la cohérence cardiaque, qui est le fait de respirer calme. Quand on est stressé, moi j'ai appris ça récemment, quand on est stressé, le fait d'avoir une respiration consciente, on respire inconsciemment. Si vous voulez vous détendre un petit peu, vous faites la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que vous respirez, vous faites 6 inspirations, expirations par minute, et vous prenez une inspiration complète, et pendant 5 secondes, ensuite vous expirez pendant 5 secondes. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, il faut le faire avec le ventre et pas qu'avec le thorax. Il va y avoir une sorte de massage d'un nerf qu'on appelle le pneumogastrique, qui est le nerf vague, qui est le nerf qui ralentit votre organisme, et on va finir par avoir une cohérence entre le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Si vous faites ça pendant 5 minutes, je vous assure que vous allez vous apaiser. À chaque fois que vous avez un coup de stress, faites-le. Vous dites que le 23 février, et c'est une date précise, on a besoin de magnésium. Je trouve que le 23 février, c'est en même temps le soir des Césars. Oui, mais il ne vous a pas échappé que c'est un almanach. Donc, il fallait bien mettre des trucs avec des dates. Si vous le faites le 21 février, ça marchera Moi, aussi. vous savez, on me donne une date, je fais le truc à la date. Voilà, mais il y a des gens qui ont besoin de ça, se dire, bon, ce matin, qu'est-ce que je dois faire? Le magnésium, c'est pareil, on peut en manquer. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour du magnésium en pensant qu'il faut absolument qu'on n'en manque pas, machin, etc. Évidemment, les carences ne sont pas bonnes. Est-ce qu'on a besoin de prendre du magnésium en complément alimentaire? Si tout va bien, ce n'est pas forcément indispensable. Vous prenez un peu de chocolat et vous aurez du magnésium.
Jeudi, demain, on va recevoir le chef étoilé Jean-François Piège. Et il a un petit message pour vous. Ah, c'est gentil. Bonjour Michel, j'ai une petite question. Est-ce que tu as appris des recettes à base d'aubergines en passant ton CAP de cuisine? J'étais perdu dans les fiches, pardon. Vous Alors, savez pourquoi il dit ça? expliquez-moi. Je vais balancer, Jean-François, je vais balancer. Parce qu'on est un groupe avec Nagui, Bruno Solo, Vianney, tout un tas, et Jean-François, La fine équipe. la fine équipe, on s'appelle les aubergines. Vous savez ce que ça veut dire, l'emoji aubergine? Oui, ça, je sais, Oui, oui. c'est ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on était bien. parti voir des Oui, matchs de Coupe du Monde et bien sûr. est revenu avec des... Non, franchement. Ouais. Et donc, on a un groupe comme ça, on n'arrête pas de se marrer entre nous. Et comme je suis en train de préparer, je peux lui répondre à Jean-François, je suis en train de préparer mon CAP cuisine. Incroyable. Et justement, aujourd'hui, j'ai un entraînement et un cours autour des aubergines, que je n'ai pas encore fait, mais que je vais faire. Est-ce qu'il y a un âge pour arrêter d'apprendre des choses? J'espère que non, parce que moi, je m'ennuie très très vite. Alors c'est marrant parce que j'avais vu l'émission avec Vincent Cassel qui disait qu'il détestait s'ennuyer. Je m'ennuie très très vite et si je n'apprends pas, si j'ai pas des projets, par exemple, là j'ai arrêté l'hôpital parce que je suis à la retraite, donc ça m'a libéré 2 matinées par semaine. Il fallait que je les remplisse. Et comme j'adore faire la bouffe, je me suis dit, je vais faire mon CAP cuisine. Et donc, je vais passer mon CAP cuisine au mois de mai et je m'entraîne régulièrement à faire à manger. Alors, avant de recevoir le cuisinier, j'ai encore une question au docteur Michel Simès. On voulait aussi vous parler d'un phénomène très inquiétant, c'est les médicaments coupe-faim. Il y a beaucoup de laboratoires qui investissent en France et on s'est demandé si c'était la solution miracle ou un danger sanitaire. Il y a de plus en plus de gens qui prennent un produit qui s'appelle l'Ozempic, je crois que c'est ça, qui est un produit pour diabétiques qui ferait maigrir. On voit plein de gens qui deviennent tout maigres d'un coup. J'aimerais qu'on en parle juste après ce sujet. On en a beaucoup parlé l'année dernière. L'Ozempic, ce médicament pour personnes diabétiques détourné pour ses propriétés amaigrissantes, était absolument partout sur les réseaux sociaux. If you're new here, hi, I'm Kylie. I have been on this since February 2nd. We're full steam ahead. Let's go! Et ça avait même provoqué des tensions d'approvisionnement pour les personnes atteintes de diabète. Ça me met un peu en colère de savoir qu'il y a des médecins qui le prescrivent pour maigrir. Et après, moi, je n'en trouve plus dans les pharmacies pour un problème réel. Et dans les prochains mois, on devrait voir des dérivés de l'Ozempic faire leur entrée sur le marché français, comme le Wegovy par exemple, un médicament amaigrissant sous forme de stylo à s'injecter sous la peau. Et là encore, la promesse est alléchante. Le Wegovy agit comme un coupe-faim. En clair, vous mangez moins, vous n'avez pas cette sensation de faim qui vous tiraille et vous allez donc perdre du poids. Mais alors, où est le problème? Eh bien, le Wegovy est en principe strictement réservé aux personnes souffrant d'obésité. Mais les autorités craignent là encore une utilisation abusive. Des personnes avec un IMC dit normal qui l'utiliseraient pour perdre quelques kilos. J'ai vraiment 2 kilos à perdre d'urgence. Une utilisation qui n'est pas sans risque car le médicament présente un lot d'effets secondaires comme des problèmes gastro-intestinaux, des pancréatites, des pensées suicidaires. Bref, la vigilance est de mise. On n'a pas vraiment assez de recul sur du long terme, ça on ne sait pas trop, parce que comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires, et donc il faut quand même que ça soit contrôlé. Et le Wegovy n'est pas seul, d'autres devraient suivre. Un marché potentiellement colossal pour la France qui compte 8,5 millions de personnes en situation d'obésité, une maladie chronique encore trop souvent stigmatisante. Je passe pas de temps avec toi. T'es dégoûtant. On comprend donc la tentation et l'espoir que peut générer ce genre de médicament. Alors, miracle ou arnaque, qu'est-ce qu'on doit penser de ces traitements contre l'obésité ? Alors, Michel Simès? Je suis effaré que des confrères puissent prescrire des médicaments complètement détournés de leur première indication. Un antidiabétique, c'est un antidiabétique. Ce n'est pas un médicament pour perdre 1 ou 2 kilos. Ça me fait penser à l'époque où on donnait des diurétiques, autrement dit des médicaments qui faisaient pisser, pour que les femmes puissent rentrer dans leur corset et dans leur robe. Voilà. Aujourd'hui, quand on veut perdre du poids, il faut prendre son temps, suivre un régime, c'est même pas un régime, un équilibre alimentaire et faire attention à ce qu'on mange. Perdre 2 ou 3 kilos, ou 5 kilos, ou 10 kilos... Plus, on voit des gens qui sont émaciés parce qu'ils en ont pris de ces produits-là. Oui, et qu'est-ce qui fait le corps? C'est un traumatisme pour le corps. On l'a dit, il y a des effets secondaires. Enfin, s'il y a des médicaments pour le diabète, c'est qu'ils ne sont pas faits pour autre chose. Et si on prend ce genre de médicaments en injectable, etc., votre corps, il va peut-être perdre du poids. Mais après, vous allez les reprendre de toute façon et surtout, vous traumatisez votre corps. Ce qui est intéressant, c'est les effets secondaires où ça parle d'avoir des pensées suicidaires. Ouais. Comment est-ce qu'un médicament peut mener à ça? C'est parce que les médicaments tous les médicaments ont des indications précises. Il est là comme traitement antidiabétique. Mais après, si vous avez une fonte déjà
brutale et que vous perdez 10 kilos brutalement, vous imaginez la fatigue que ça va engendrer. Et puis certains médicaments ont des molécules actives qui vont ensuite risquer, en fonction de la susceptibilité de certains patients, avoir des effets secondaires. Quand vous prenez un Doliprane, si vous prenez trop de Doliprane, vous pouvez avoir votre foie peut mourir. Et heureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a des gens qui sont plus susceptibles d'avoir des effets secondaires que d'autres. Donc on peut perdre 10 kilos, mais peut-être 10 ans de vie. Mais de toute façon, on le paye un jour. Enfin, je veux dire, tous les gens qui font des régimes et qui font l'effet yo-yo, ils fatiguent leur cœur. Ça se paye, c'est des dettes de l'organisme qui font que les gens qui prennent ce genre de médicaments risquent de le payer un jour, effectivement en réduisant leur espérance de vie. Michel Simès, j'ai recueilli pas mal d'avis autour de moi et chaque personne a une question à poser à un docteur. On va vous faire une interview, c'est grave docteur, ok ? Docteur, je me couche tôt et je me réveille vers 3h du matin, rendormi à 6h, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Prenez un premier petit-déj à 3h30 et puis après, mais vivez comme ça. Si vous réveillez comme ça, c'est que vous avez assez dormi. Docteur, j'arrête pas de faire des rêves chelous. Est-ce que c'est normal ? Il faut me préciser la chelouté des rêves. Si c'est des rêves érotiques, chelou. En général, chelou, c'est un peu olé olé. Je sais pas. Ça peut être aussi tout simplement chelou. Mouloud. Aubergine. Aubergine, voilà. Il faut acheter des aubergines. Docteur, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un renifle à côté de moi, je vais tomber malade. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas faux. Ah, je savais bien. Voilà. C'était pas pour moi, c'est pour quelqu'un de... Si quelqu'un éternue sans arrêt à côté de vous et qu'on n'est pas en période d'allergie saisonnière, vaut mieux s'éloigner un peu. Docteur, pourquoi est-ce que plus je dors, plus j'ai l'impression d'être fatigué ? Parce que le rythme du sommeil n'est pas bon et que vous dormez trop longtemps ou que vous ne dormez pas au bon moment. Docteur, pourquoi est-ce que lorsque je suis fatigué, j'ai envie de manger sucré ? Parce que le sucre, c'est quelque chose qui remonte le moral. Quand on est fatigué, on n'a pas le moral et le sucre remonte le moral. Et voilà. C'est vrai cette histoire ? Oui. Sur quel mécanisme est-ce que ça agit pour que le sucre... Ça agit sur les neurotransmetteurs du cerveau et c'est comme ça d'ailleurs qu'on devient presque addict au sucre parce que le sucre apporte du plaisir et les gens qui adorent le sucre vous diront qu'ils ont une forme de bonheur probablement par la sécrétion de sérotonine, de dopamine, tous ces neurotransmetteurs qui font du bien à la tête. Alors, est-ce qu'il y a une bonne heure pour manger du sucre ? Il y a une bonne heure surtout pour ne pas en manger et il faut arrêter de manger du sucre raffiné, le sucre blanc. Il faut manger plutôt des fruits et des fruits entiers plutôt que des jus, etc. Il faut vraiment faire gaffe au sucre. Il faut lever le pied sur le sucre parce que c'est pas très très bon. Même les jus, c'est pas bon. Alors les jus, c'est bon quand vous les faites vous-même. Si vous achetez des jus en bouteille, en général, ils n'ont pas de fibres et donc ça fait monter le taux de sucre dans le sang très rapidement. Ça fait sécréter l'insuline et ça fait des pics, quoi. C'est pas bon. Mangez des fruits entiers. Et les soda light, c'est pas bon. Non, mais c'est même pas light, c'est soda, vous oubliez. Et les bulles, l'eau avec des bulles ? Les bulles, ça fait. Les bulles, vous avez me passé en revue toute là. Non, mais il y a plein de questions de gens autour de moi qui se posent des questions. Si vous les supportez, ça va, mais quand vous prenez des bulles, vous finissez par avoir envie de roter et puis vous avez des remontées acides et des reflux. Voilà, c'est pas forcément. Non, mais je vais passer pour un chieur là, parce que je vais dire non, ne faites rien. Faites-vous plaisir, mais sachez ce qui vous fait du bien et ce que vous ne supportez pas, et puis adaptez. Vous aviez conseillé à François Hollande de faire 10 000 pas. 6 000. 6 000 ? Pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas écouté ? Il m'a écouté. Après, j'étais pas derrière lui tout le temps. Ouais, mais... là, non, il m'a écouté, puisque après lui avoir proposé ça, je sais qu'il faisait le tour du parc de l'Élysée en travaillant et que ses collaborateurs avaient dit quel est le con qui lui a conseillé ça. Donc, non, il l'a fait. Il m'a même montré sur son smartphone un jour qu'il faisait les 6 000 pas. Emmanuel Macron mangerait un kiwi tous les matins. Est-ce qu'il a raison ? Vitamine C. C'est un antioxydant, c'est bien. Il a raison de manger, que ce soit un kiwi ou autre chose, mais ça donne de la bonne vitamine. Hein. Michel Simès, on allait faire un tour sur vos réseaux et on a cliqué dessus. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Michel Simès. Enfin, Dr Good. Le docteur le plus célèbre du PAF, loin devant Dr Queen, dont on n'a plus trop de nouvelles. Et de Dr Ross, qui vend désormais du café. What else? Preuve que vous êtes hyper hype, vous avez une chaîne YouTube, un magazine et même un jeu de société à votre nom. Opération réussie!
En cliquant sur vous, Michel, on a vu que vous vous posiez plein de questions. Pourquoi Napoléon avait l'habitude de poser sa main sur son ventre comme ça? Pourquoi le bâillement est si contagieux? Vous arrivez à faire ça? Même des fois des questions qu'on n'oserait pas forcément poser. Pourquoi le sperme est-il collant? Elle est salée, celle-là. Vous faites un vrai travail pédagogique, un travail d'explication, même si des fois on a l'impression que vous parlez une langue étrangère. Un candidat albicans. C'est le corrugateur rhinothylaxomane. Heureusement, quand c'est trop complexe, vous utilisez des images. Et là, c'est tout de suite plus clair. Imaginez un gland coincé dans un col roulé. C'est plus ou moins les sensations que provoque une mycose masculine. Cliquez sur vous, Michel. C'est aussi avoir des statistiques et des chiffres que personne ne nous donne et dont on n'a pas forcément besoin aussi. 8% de la population est capable de bouger séparément chacun des orteils. Le mieux sur votre Insta, ce sont vos conseils. On s'en délecte. Le ballonnement, comment fait-on pour s'en débarrasser? Si vous êtes tout seul, allez-y. Il faut que ça sorte. Merci, docteur. Mais mon conseil préféré restera celui-ci. Très franchement, il y a mieux à manger que ces crottes de nez. Merci, docteur, pour la consultation. Un dernier conseil. Prenez soin de votre gland. J'y manquerai pas. Bien à vous. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me souvenais pas, je vais arrêter. Ouais. Non, mais je m'éclate parce qu'en fait, je suis allé sur Insta avec Dr Good et toute l'équipe sur Insta, sur TikTok et tout, parce qu'on m'a dit c'est le seul moyen de toucher les jeunes qui vous regardent d'ailleurs. Et donc, je peux faire passer par ce biais des messages. Alors, c'est pas la peine de parler de ménopause à des gamins. Donc, j'essaye de faire passer des messages sur des trucs tout bêtes, mais le ballonnement et le gland. Mais ouais, mais voilà, et le gland, les crottes de nez, et ça fait parfois, je me creuse la tête, je vais faire passer un message santé publique, je fais un truc sur Napoléon, 1 million en 2 jours. Donc, voilà, je pense, je fais passer par là parce que quand je parle de Napoléon, je dis il avait mal au ventre, mal à l'estomac, cancer d'estomac, machin, donc j'arrive quand même à accrocher l'oreille. C'est quoi la question la plus chelou qu'on vous ait posée sur les réseaux? Alors, je ne sais pas, parce que, en fait, moi, je ne vais pas lire les commentaires. J'avais été un peu échaudé par Twitter à l'époque, que j'avais quitté parce que les commentaires étaient pas très sympas. Donc, je ne vais pas là. En revanche, j'ai des commentaires, parfois, et des questions un peu cheloues dans la rue. Une dame qui m'avait dit « Je peux vous parler, docteur, dans la rue ?» que je ne connaissais pas. Elle m'a dit « J'ai des petites démangeaisons vaginales, qu'est-ce que vous me conseillez dans la rue ?» Très bien, l'émission va s'arrêter là. Ah vous me cherchez on vous a trouvé, Michel Simès. Je le rappelle, grâce à vous, on va passer une bonne année 2024 en bonne santé, une année 2024 en pleine forme. Merci beaucoup d'être venu dans Clic. Merci. Michel Simès, je vous souhaite une excellente fin d'année. Merci à vous commencer. aussi. Et on se reparle en 2024. Et vous êtes toujours le bienvenu chez Clic. Avec plaisir, ça a été très agréable. Passez une bonne soirée sur Canal. Merci.